Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Désolé du petit retard. Vous le savez, depuis 2 ans, il était difficile de revenir au pays pour des millions de MRE. Certes, les vols avaient repris petit à petit, mais les coûts financiers pour les familles étaient trop importants pour de nombreux Marocains résidant à l'étranger. Vous le savez, les liaisons maritimes avec l'Espagne étaient interrompues. Elles sont enfin opérationnelles. Cet été sera donc sous le signe pour beaucoup des retrouvailles en famille. L'opération Marhaba a été lancée hier avec un important dispositif. 2M y a d'ailleurs consacré une édition spéciale hier. Nous allons y revenir en détail. Mon invité aujourd'hui est Sana Darder, la directrice de communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Bonjour. Oui, bonjour Sophia, merci pour l'invitation. Merci à vous. Il y a un peu de vent. Oui, effectivement, je me trouve justement à Tanger et tout le monde sait que c'est une ville venteuse et donc oui, forcément. Bon, là, on est en train de corriger cela. J'espère que Non, on vous entend bien. On vous entend bien. Bon, vous êtes justement à Tanger, où a été donné hier le coup d'envoi de l'opération Marhaba. Avant de parler des chiffres, de tout le dispositif, comment ça s'est passé cette première journée ? Écoutez, déjà, il a fait très, très beau. Donc, les conditions des traversées étaient exceptionnelles. Et les premiers bateaux sont arrivés. Et ce qui était aussi très émouvant, et je pense que les reportages que 2M a diffusés ont montré l'émotion des familles et des membres des compatriotes marocains qui sont rentrés depuis 2 à 3 années d'absence. Vous l'avez dit, la pandémie, les conditions financières, les conditions sanitaires n'avaient pas du tout facilité le retour de nos concitoyens. Mais cela étant, je tiens quand même à le rappeler que l'année dernière a été une édition exceptionnelle et qui avait été marquée par des mesures et des conditions exceptionnelles que Sa Majesté le roi Mohamed VI avait instruites de façon à ce qu'on facilite le retour. Donc, il y avait eu, pour exemple, des tarifs jamais vus pour les billets aériens. Également des tarifs exceptionnels pour les traversées en bateau, des rotations supplémentaires qui avaient été rajoutées avec un armateur marocain qui avait géré justement les liaisons entre le Maroc, l'Italie et la France. Et puis en termes de dispositifs d'accompagnement, la Fondation était également présente à bord de ces navires à travers les assistances sociales qui étaient là pour accompagner les familles pour toute question à traiter, à régler, en tout cas pour toute assistance sociale à bord des navires. Alors on le disait, une opération très très particulière. Il y a tellement d'attentes, le manque du pays se fait ressentir de toutes parts, tous ceux qui ont été séparés de leurs proches. Cette opération Marhaba Sana a fait l'objet de nombreuses réunions préparatoires, auxquelles d'ailleurs assistait la Fondation. Oui, tout à fait. Donc évidemment, il y a toute la partie organisationnelle qui se déroule au niveau de la Fondation parce qu'il faut préparer le dispositif d'accueil et d'assistance qui est géré, qui est du ressort de la Fondation. Mais évidemment, toute l'opération ne peut se faire et n'est organisée qu'avec le concours d'un nombre important de partenaires, de parties prenantes, d'abord au niveau national. Donc les départements ministériels, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère du Transport et de l'Équipement et tous les autorités locales et services de la DGSN, les services de la gendarmerie et un nombre important de partenaires dont la direction marchande. Donc les préparatifs se font au niveau national avec l'ensemble de ces partenaires. Et puis il y a la coordination aussi qui se fait avec les parties prenantes étrangères, notamment l'Espagne. Donc cette année, comme vous l'avez précisé, les frontières avaient été interrompues, elles ont été réouvertes au mois de mai de cette année. Donc forcément, comme le trafic le plus important, et ça il faut le reconnaître, transite par les ports espagnols et en particulier Algeciras, l'Espagne met aussi en place de son côté un dispositif très important en termes d'infrastructure et d'encadrement donc au niveau des ports. Donc coordination nationale et coordination internationale pour la mise en place de cette opération qui est inédite et qui avait
enregistré en 2019 le retour quand même de 3 millions des membres de la communauté de nos compatriotes à l'étranger. On peut s'attendre cette année à une affluence record, vous pensez? Ben oui, comme vous l'avez dit, Ghorba, le mal du pays, les conditions difficiles avaient fait que les membres de la communauté ont retardé le retour. Pour rappel, l'année dernière, nous avions enregistré que 1,5 million de retours, d'arrivées en tout cas. Donc cette année, on pense en tout cas qu'elle sera équivalente à 2019, mais avec les reports des retours de ces 2 dernières années, puisque je vous l'ai dit, les gens ne sont pas revenus depuis 2-3 ans. Donc on s'attend quand même à une affluence importante à la fin du mois de juin, mais surtout à l'approche de l'Eid Kibir, qui aura lieu donc la première semaine de juillet. Donc on sera au moins, je pense, d'après les prévisions, à 3 millions de membres qui retrouveront leur pays. Voilà, soit via bateau, via les ports, parce que c'est vrai qu'on parle des ports maritimes en particulier. Comme je le disais en introduction, c'est vrai que quand on est une famille de 4 à 5 personnes, ça revient quand même moins cher que le billet d'avion. Tout à l'heure, nous avons eu le directeur du port de Tangemed qui nous a confirmé au niveau des chiffres pour les bateaux, les rotations qui vont s'intensifier pour atteindre jusqu'à 10 000 véhicules par jour, 40 000 passagers, 400 000 par semaine. Alors, comment vous vous organisez au sein de la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour mettre en place tout ce dispositif? J'aimerais parler d'un point en particulier, s'il vous plaît, qui sont les espaces d'accueil. Oui, tout à fait. Alors, ce qui caractérise l'opération, ce qui l'a toujours caractérisé, en fait, depuis que la Fondation la coordonne depuis 1999-2000, et bien c'est la mise en place de ces espaces marhaba qui sont en fait la partie concrète de l'assistance sociale et la prise en charge médicale. Donc ces espaces sont mis en place au niveau du Maroc et de l'étranger, et leur particularité, c'est qu'il y a un travail de proximité qui se fait en direct avec les membres de la communauté. Donc pour tout imprévu qui peut avoir lieu, par exemple, certaines familles perdent leurs papiers, leur passeport, donc il faut réagir rapidement de manière à faire en sorte qu'ils aient laissé passer. Il y a des cas de problématiques de transport, il y a des cas de problématiques d'importation des véhicules. Donc les assistantes sociales, elles sont présentes sur le terrain de manière à faciliter en tout cas le lien avec les autres intervenants pour régler toutes ces problématiques-là. Et évidemment, ça je ne l'espère pas, mais parfois il y a des cas médicaux qui sont particuliers, qui sont spécifiques. On en a vécu, de joyeux comme parfois un petit peu difficiles. Les services médicaux interviennent sur place. Donc l'année dernière, je me souviens qu'on a eu un accouchement qui avait été opéré à l'arrivée d'un bateau. Il y a aussi d'autres problématiques, mais en tout cas, les équipes médicales sont sur place de manière vraiment à traiter rapidement les évacuations d'urgence, les premiers soins et accompagner donc les membres et les familles pour gérer ces différentes situations. Quelle est la mobilisation humaine? Combien de personnes cette année? Alors cette année, nous avons un effectif de près de 1200 personnes qui seront mobilisées. Au niveau national et international, avec un volet que j'ai quand même oublié de spécifier, c'est que la particularité aussi de la coordination et de la prise en charge de la Fondation, elle est vraiment valuable quand il y a des situations de crise qui surviennent malheureusement, en particulier au niveau international. Et donc, du coup, la mobilisation de la Fondation et de ses équipes, elle se fait de façon automatique et systématique. Et la prise en charge, et c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée, la prise en charge des familles, elle se fait au niveau sanitaire comme au niveau du transport. La Fondation est capable d'affréter des avions, des bus pour accompagner les familles lorsqu'elles sont en détresse. Et puis surtout, elle a la possibilité d'activer tout ce qui est prise en charge médicale, donc sur le lieu de l'incident ou de la situation de crise. Donc en termes d'effectifs, il y a évidemment les assistantes sociales qui sont mobilisées à l'étranger au niveau des différents sites. Donc cette année, la reprise de l'Espagne au niveau des ports d'Algeciras, de Motril et
et d'Almeria. Et au niveau de l'Italie, Gênes, et en France, Sète et Marseille. Donc sur ce seul site, c'est à peu près 30 assistantes sociales qui sont mobilisées pour chaque période, avec le concours de vacataires qui sont locaux et qui permettent de faciliter les rapports et les relations avec certains partenaires étrangers. Et au niveau marocain, ce sont plus de 800 assistantes sociales qui sont mobilisées sur les 3 mois de l'opération, donc du 5 juin au 15 septembre, et près de 300 personnes au niveau du corps médical, donc entre les médecins, les infirmiers, le paramédical, en plus des vacataires qui interviennent localement et qui assistent à la fois et les médecins et les assistantes sociales au niveau de l'accueil. Donc quand même un dispositif assez conséquent. Assez conséquent. En plus des équipes de la Fondation qui sont également mobilisées sur le terrain. Alors, vous le savez, je vous apprends rien. Hein. Quelquefois, les gros pépins arrivent de nuit, au moment où on arrive à joindre absolument personne après la route, parce qu'il y a des bateaux d'abord très très tard. Vous fonctionnez 24 heures sur 24 ? Ah oui, complètement. Et puis c'est ça, c'est là la clé de l'accompagnement et de la présence humaine et humanitaire. Les équipes sont sur place, il y a c'est vrai des roulements, mais il y a des chefs de site qui sont mobilisés H24 et les équipes qui sont sur le terrain, donc elles le sont également. Donc les prestations de prise en charge médicale et sociale du côté de la Fondation sont disponibles et mises à disposition des membres de la communauté H24 pendant 7 jours et ce sur toute la période de l'opération. Donc là, il y a la présence humanitaire et puis il y a la présence et l'assistance téléphonique avec les différents numéros vous pouvez pas mieux tomber. Il y a un auditeur qui est en train de vous écouter. Oui. Merci à lui. Excusez-moi, je lis. On prend la route de France, on va traverser l'Espagne. Je suis en train de vous écouter. On est avec 2 bébés. Si jamais on a un pépin, comment on peut la joindre, la Fondation ? Déjà, j'espère qu'il n'y aura aucun pépin, je reprends le terme, et que le trajet va très bien se dérouler. On vous envoie des ondes positives. Des ondes positives, mais pour être plus concret, il y a déjà quand vous serez sur le territoire international, donc il y a les numéros de téléphone internationaux. Pour ce qui concerne la France, donc il y a le 06 240 734 65 ou le 06 240 737 66. Vous savez quoi, Salim, vous qui nous suivez de France, et encore un grand merci. On va mettre sur les pages de nos réseaux sociaux l'ensemble des numéros de téléphone parce qu'il y en a pour l'Espagne, il y en a pour l'Italie, absolument, pour la France aussi. Donc il suffit en fait, et puis un nouveau numéro vert si vous êtes au Maroc et que vous voulez avoir des informations par rapport à cette opération Marhaba. Également sur le site, puisque je suis allée vérifier ce matin, sur le site de la Fondation Mohamed V, vous retrouverez aussi toute cette liste de numéros de téléphone. Donc, où qu'on soit, on a un problème sur la route, admettons, je ne sais pas, un problème de billets ou une perte de documents, perte de documents administratifs. De papier, au dernier moment, vous pouvez leur sauver la vie et qu'ils viennent quand même. Parce que c'est ça qui gâche les vacances. On en est conscient, ça, on l'a vécu à travers les différentes éditions et les situations justement de critiques que nos compatriotes vivent pendant le trajet. Elles concernent essentiellement justement les pertes de papier, les vols. Malheureusement, cette période est assez particulière, c'est l'été, on sait qu'il y a des flux importants, donc il y a des espèces de réseaux qui se mettent en place, donc il faut déjà être très vigilant lorsque l'on s'arrête au niveau des stops, des aires. Il faut vraiment toujours avoir les papiers sur soi, les passeports et puis l'argent parfois, donc il faut faire très attention. Et puis malheureusement parfois il y a des situations de crise, des accidents, les problèmes de transport aussi, parfois il y a l'abandon, nous l'avons vécu, l'abandon des passagers par certains transporteurs, et là, nous on est obligés, nous devons, par souci humanitaire, d'intervenir rapidement. Et je veux juste préciser, c'est vrai qu'il y a les numéros de téléphone pour chaque pays, mais il y a 2 numéros de téléphone
qui sont ouverts de l'international vers le Maroc et qui relient donc les pays étrangers vers le bureau central de coordination de l'opération. Et en fait, le BCC est la courroie de transmission qui reçoit les appels et qui fait le relais avec les différents intervenants. Si par exemple il y a des problèmes de transport, on intervient directement auprès du ministère du transport et des équipements. D'ailleurs, il y a toujours 3 représentants au niveau du bureau central de coordination. Il y a un représentant du ministère de l'Équipement, un représentant du ministère de l'Intérieur et un représentant du ministère des Affaires étrangères, de manière à réagir rapidement et d'activer les voies et les solutions que l'on peut mettre en place pour répondre aux requêtes et aux situations, aux imprévus que peuvent vivre les familles qui sont sur la route. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question. Je vous les lis parce que ça suscite bien sûr l'intérêt. Je pense que c'est une jeune maman, Karima, qui dit normalement on part le 15, donc en voiture, si je comprends bien, puisque traversée de l'Espagne, nous voulons nous apercevoir que le passeport de notre fille est périmé. Alors, je ne sais pas si vous pouvez... Je vais juste apporter un élément que nous avons transmis sur l'antenne de Radio 2M à plusieurs reprises. Sachez que de nombreux consulats ont mis en place des consulats mobiles pour tout ce qui est ville portuaire. C'est le cas par exemple de Montpellier qui a plusieurs consulats mobiles. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Se rapprocher au plus vite. Apparemment le 15 juin, ils viennent se rendre compte que le passeport de leur fille est périmé. Alors déjà avant le 15 juin, donc appelez le consulat ou appeler les numéros donc qui sont communiqués par rapport à la campagne et ne surtout pas attendre la dernière minute. Et effectivement, les services du ministère des Affaires étrangères a mis en place des consulats mobiles, mais aussi des lignes directes. Donc il ne faut pas hésiter à activer ces leviers également et ces canaux de manière à pouvoir régler cette situation assez rapidement. Mais il faudra le faire. Mais ce qui est certain, c'est que je ne pense pas qu'il y ait des situations de blocage. Il y a toujours des solutions. Donc, moi, je le recommande d'appeler rapidement donc, les services consulaires. Elle vous dit, je suis désolée, Sana, mais voilà, c'est bien, ça démontre toute l'importance de ce qui se passe et de l'intérêt en ce moment et des attentes de nos Marocains résidant à l'étranger. Elle vous demande si ça ne marche pas, est-ce que la Fondation peut nous aider? Oui, de toutes les façons, il y a des équipes qui ne sont pas forcément à Montpellier, mais à Marseille et Sète. Maintenant, si ce n'est pas les lieux par lesquels la famille va transiter, moi, ce que je recommande, c'est d'appeler déjà les numéros qui relient directement au BCC. Voilà. À savoir le 00212 537 20 55 66 ou le 00212 5 37 20 66 66. Et de toutes les façons, sur place, il y a un représentant du ministère des Affaires étrangères qui pourra donner la procédure à suivre directement. Voilà, je vous rappelle ce numéro 00. Je vais vous en donner un et on vous communiquera les autres via l'ensemble de nos réseaux sociaux. 00212 53 72 66 66, c'est ça? C'est ça, donc oui, 37, 7, je le répète quand 20, même. 66 66. C'est ça. On va vous les communiquer, Karima, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, je suis sûre que vous trouverez une solution pour votre fille. Et encore une fois, comme vous l'a dit la directrice de communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, rapprochez-vous le plus vite possible de votre consulat. Je vous rappelle à tous qu'en raison du nombre, des consulats mobiles ont été mis en place dans de nombreuses villes. Rapprochez-vous du consulat le plus proche et renseignez-vous. Tout est possible, dispositif exceptionnel mis en place pour vous faciliter la vie et que ça ne vous gâche pas, bien évidemment, les vacances. Concernant les centres d'accueil, j'y reviens, Sana, on sait pour de nombreuses personnes et familles, la route est très très longue, ces centres d'accueil sont essentiels, 23 au total, 17 au Maroc, 6
à l'étranger, parce que c'est vrai que la route n'est pas finie pour beaucoup quand ils arrivent, peut-être ne serait-ce qu'au port de Tanger Med. Certains ont encore 400, 500 kilomètres à faire. Là aussi, dans ces centres d'accueil, on peut changer, on peut se rafraîchir, on peut se reposer. Alors, il y a en fait différents types d'espaces d'accueil. Il y a les espaces Marhaba qui sont situés au niveau des points de transit. Là, ils sont dédiés essentiellement à tout ce qui a trait au médical, donc tout ce qui est prise en charge médicale et l'assistance sociale. Ce ne sont pas forcément des espaces de repos, mais ils sont situés dans les ports où toutes les commodités sont disponibles de toutes les façons. Ajouté à cela, il y a les aires de repos. Et contrairement aux espaces Marhaba qui se situent au niveau des points de transit, les aires de repos sont outillées de manière à accueillir dans d'autres conditions. Oui, effectivement, il y a des salons, il y a des salles de repos. Et les aires de repos, elles sont situées en général sur les autoroutes. Et cette année, nous en avons activé une nouvelle qui se trouve à Marine Nasmir, donc à proximité de Bab Sebta, où il y aura les communautés. Donc en plus de l'assistance sociale et de la cellule médicale, il y a des espaces de repos avec un restaurant et d'autres services et prestations qui sont mis à disposition par les partenaires de la Fondation et de cette opération. Eh bien voilà, parfait. Vous avez entendu ce chiffre, 1200 personnes mobilisées de la Fondation Mohamed V pour la solidarité afin que cette opération Marhaba se passe du mieux possible. Encore une fois, on vous communiquera tous les numéros de téléphone qui fonctionnent. Donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 où vous pouvez vous renseigner. Et si problème de passeport, de CIN ou de paperasse administrative, rapprochez-vous avant de partir le plus vite possible du consulat le plus proche de chez vous. Merci beaucoup, Sana Darter. Je rappelle que vous êtes la directrice de communication de la Fondation Mohamed V. Et bien évidemment, nous allons y revenir, notamment dans le spécial MRE avec Mohamed Zouak. Quand est-ce que vous attendez le pic ? Alors, le pic, ça c'est des périodes que nous savons parce qu'elles sont évidentes. Il y a évidemment les vacances scolaires, à la fin des vacances scolaires, donc les vacances d'été. C'est à partir de la fin juin, première semaine de juillet. Et comme cette année, justement, début juillet va coïncider avec l'Eid al-Fitr, donc là, les pics sont attendus au niveau de la première semaine de juillet. Donc, nous recommandons quand même aux familles d'essayer de s'organiser à l'avance de façon à ne pas vivre les désagréments de la forte affluence et des trafics. Maintenant, je sais qu'il y a des contraintes, mais voilà, donc il y a quand même le pic fin juin, début juillet. Il y a également le pic de la première semaine d'août pour les congés. Et puis pour la phase de retour, c'est à partir de la mi-août que le trafic augmente donc dans l'autre sens jusqu'à la fin août. Donc voilà globalement un petit peu les grandes phases. Merci beaucoup, Sana. Bon courage à tous. Moi, je vous remercie. À très Merci, vite. à très très vite. Merci. Au revoir. نعيش معكم